Le café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le lundi 17 mars. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Peut-être avez-vous profité de cette belle journée, particulièrement samedi. C'était assez magnifique dans le sud du Québec. On sent très bien le printemps qui arrive. Et justement, aujourd'hui, journée de Saint-Patrick. On dirait que ça marque le coup du temps plus doux qui s'en vient. Bien des gens qui ont participé à ce défilé, important défilé à Montréal. Entre autres, peut-être l'avez-vous célébré de votre côté. En tout cas, aujourd'hui, la semaine repart et ça repart en force, encore une fois, sur la scène politique avec ce premier voyage de Mark Carney qui sera en Europe aujourd'hui. Vincent Maisonneuve est déjà à mes côtés. Bonjour, Vincent. Bonjour, Mathieu. Alors, un premier voyage officiel pour le nouveau premier ministre canadien qui a par ailleurs rencontré hier le premier ministre du Québec. Exactement. Rencontre au terme du défilé de la Saint-Patrick auquel participait Mark Carney. Premier bain de foule pour le premier ministre désigné, lui qui a des racines irlandaises. C'était d'ailleurs son anniversaire hier, 60 ans. Et il s'est envolé, il est en Europe pour une journée occupée. Rencontre avec le premier ministre français, Emmanuel Macron, et rencontre également avec le premier ministre britannique. Et je ne vous cacherai pas qu'en raison des tensions qui existent avec Washington, il sera beaucoup question de partenariat économique et de sécurité, de partenariat militaire. Donc, ce sera essentiellement les deux principaux thèmes de cette visite. Un gros test pour Mark Carney qui porte pour la première fois ses habits de chef de gouvernement à l'étranger. On a à peu près le même âge. Vincent, avez-vous magasiné chez l'abbé? Bien sûr, oui, bien sûr que autour oui. de la table ici, oui. À quelques reprises. Je vous demande la question parce que aujourd'hui, c'est peut-être le début de la fin de cette importante compagnie canadienne, l'abbé d'Hudson, qui doit comparaître devant le tribunal ce matin pour demander l'autorisation de procéder à la liquidation de l'ensemble de ses activités. Ça pourrait mettre en péril jusqu'à 9000 emplois un peu partout au pays. Jean-Philippe Robillard va nous en parler un peu plus tard dans l'émission. Alors, faisons le tour des prévisions de la météo. Véronique Méran, bonjour. Bonjour, Mathieu. On a eu du temps doux, pas mal de pluie. Ah oui, des records qui ont été fracassés. Des records samedi. C'était tellement beau. En fait, ça a commencé vendredi avec le premier 20 degrés au Canada du côté de Windsor. Okay. On a atteint la marque des 20 degrés samedi. Au Québec, c'est à Granby que ça s'est passé. Montréal, 17 quand même, c'est un record. Secteur de Gatineau aussi, presque 15 degrés, des nouveaux records. Secteur de Beauceville aussi. Donc, vraiment, samedi, là, une journée très, très douce. Presque un mois en avance pour les premiers 20 degrés quand même. Alors, grande douceur marquée. Encore très, très doux ce matin. On a reçu en moyenne 15-20 mm de pluie là, dans le sud du Québec. Il y avait des rivières sous surveillance, entre autres, dans le secteur de Chaudière-Appalaches, du côté de l'Estrie également, en raison de la fonte des neiges et toute cette eau qui s'accumule. Là, le mercure est à la baisse. Donc ça, c'est bon pour le débit des rivières parce qu'on perdra des degrés au cours de la journée. Il fait encore 8-9 degrés sur le sud du Québec ce matin. On sera plus près de 2 à 4 en fin d'après-midi, près de 0 en Estrie. Une journée qui sera assez nuageuse dans l'ensemble. Quelques éclaircies fin de journée. Dégagement en après-midi pour les Laurentides et le secteur de l'Outaouais. Les températures la nuit prochaine, -5, -7. On pourrait glisser sous la barre du -10 par endroit dans les Hautes-Laurentides. Il fera assez beau demain. Les températures vont remonter 5 à 7 degrés pour la journée de demain. Il y a un autre doux qui se dessine, cette fois en milieu de semaine, mercredi, jeudi. On va refrôler à nouveau la barre des 15 degrés, mais là, attention, ça va redescendre par la suite. Je sais que le vrai printemps s'installe officiellement jeudi 20 mars, mais... Mais ça ne veut pas dire que le temps printanier va être avec nous tout ce temps-là. Voilà, on n'y est pas encore totalement. Non. Ça va paraître vers la fin de la semaine. Mais d'ici là, on profite quand même. Les gens de l'Abitibi ont perdu une vingtaine de degrés en quelques heures. Alors, la chute est assez importante de ce côté-là. Il fait -11 ce matin, il faisait 8 hier après-midi. On sera tout près de 0 aujourd'hui, tendance au dégagement.
Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, le mercure sera à la baisse pour atteindre -4, -5 cet après-midi. Encore quelques averses, ça va se transformer en flocons. Les vents vont tourner au nord-ouest. Vers la Gaspésie, la Côte-Nord, c'est pluvieux. 5 à 12 degrés aujourd'hui, mercure sous zéro la nuit prochaine. On aura des flocons au moment de la transition. Les vents vont tourner au nord-ouest ce soir. En territoire ontarien, portion nord, 2 à 4 cm de neige vers Thunder Bay. Sinon, tendance au dégagement pour Sudbury, Toronto, Windsor, 6-7 degrés aujourd'hui dans le sud de l'Ontario. 3 pour Ottawa. Le dégagement va plutôt se faire cet après-midi. Et dans l'ouest, ça demeure variable vers Vancouver, autour de 9 degrés. Dans les prairies, un petit peu plus hivernal, Regina, Winnipeg, on a un peu de neige. -2, -5, -3 vers Edmonton. Ça va se dégager aujourd'hui. 6 à Calgary sous un ciel variable. Et la semaine sera quand même assez printanière dans les prairies avec des conditions qui vont s'améliorer au cours des prochains jours. Ouais, ce qui me fait dire qu'après des journées comme ça, quand il y a une petite chute de neige qui arrive quelque part début avril, il me semble que c'est un petit peu plus difficile. C'est toujours un petit coup sur le moral, mais là, préparez-vous d'avance. OK, merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Oui, c'est ça. On va se préparer mentalement. On va parler de sport maintenant. Les patineurs de vitesse. D'abord, Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. Les patineurs de vitesse canadiens qui ont connu des championnats du monde à la hauteur des attentes, ce qui est une bonne chose en prévision des prochains Jeux olympiques. La saison avait été exceptionnelle sur le circuit mondial de courte piste et on se présentait à ces mondiaux avec justement de grandes ambitions pour marquer le coup. On est engagé dans cette année pré-olympique qui nous mèneront aux prochains Jeux olympiques en 2026, je vous le rappelle, en février. Et durant ces mondiaux qui avaient lieu à Pékin, en Chine, le Canada qui est allé mettre la main sur 10 médailles. Une récolte assez impressionnante, entre autres pour Steven Dubois qui a mis la main sur les titres aux 500 mètres et aux 1000 mètres, mais aussi en relais mixte et aussi au relais masculin. Donc vraiment, ça a été toute une récolte pour Steven Dubois. Il y a William Danginou chez les hommes qui a mis la main sur la médaille d'or aux 1500 mètres et la médaille d'argent aux 1000 mètres. Et chez les femmes, il y a entre autres Courtney Sarrou qui est allé chercher 2 médailles d'argent aux 1000 et aux 1500 mètres, en plus d'aller chercher l'or avec le relais féminin. Je pourrais les nommer toutes ces médailles, mais c'est exceptionnel. Une belle récolte, en fait la meilleure récolte du Canada des mondiaux depuis 1996. Et je vous ai parlé de Steven Dubois. Bien entendu qu'il voulait des médailles, mais il s'est quand même surpris lors de ce week-end chinois. J'espérais avoir une médaille. Écoute, je savais que j'étais capable de bien performer aux 500. Je l'ai fait toute l'année. J'ai gagné le World Tour cumulatif. De revenir avec le titre mondial autant aux 1000 qu'aux 500 mètres, surtout d'avoir battu Will, je pense que c'est surtout ça, je suis plus fier. Aux 1000 mètres, juste de battre Will, c'est un exploit en tant que tel, fait que je suis vraiment content. Ce qui est intéressant, c'est que les patineurs canadiens peuvent se pousser les uns les autres. Déjà, ils ont la crème de la crème au sein de leur équipe, donc c'est bon à l'entraînement d'avoir ça. Et sur la scène internationale, bien entendu, les Canadiens se disputent sensiblement les mêmes médailles et les mêmes titres mondiaux. Donc, toute une récolte pour le Canada en courte piste. En longue piste aussi, il y a eu des médailles hier lors de cette dernière journée des mondiaux, cette fois en Norvège, en longue piste. Ivani Blondin qui est allée mettre la main sur la médaille d'argent au départ groupé. Elle a donc répété son résultat des derniers mondiaux. Et il y a aussi Connor Howe chez les hommes qui a pris la médaille de bronze aux 1500 mètres. Donc, il faudra regarder les anneaux lors des prochains Jeux olympiques parce qu'il pourrait y avoir plusieurs médailles qui viendront comme ça aider le Canada dans le tableau des médailles. Parlons de golf. Le championnat des joueurs va se conclure aujourd'hui en prolongation en raison de la météo. Oui, c'est Mère Nature, entre autres, et la pluie qui a forcé justement ce calendrier. J.J. Spaun et Rory McIlroy sont à égalité au premier rang à -12. Et malheureusement, on a réussi à jouer les derniers trous très tard dans la journée et on a préféré donc remettre à aujourd'hui cette prolongation qui débutera à 9h pour déterminer un gagnant. Parmi les golfeurs qu'on surveillait, il y a Corey Connors, le Canadien, qui a été le meilleur représentant du Canada. Il a fait une 6e place avec un cumulatif de -9. Et Scottie Scheffler, que plusieurs surveillaient, il tentait de remporter son 3e titre consécutif. Malheureusement pour lui, ça se terminera avec une 20e place à ce tournoi. Et donc, on surveillera ça, je le rappelle, à 9h ce matin pour les derniers trous qui seront joués au championnat des joueurs. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Salut, bonne journée. Au revoir.
Oui, alors Mark Carney qui a quitté en fait pour son premier voyage officiel aujourd'hui, il est en Europe. Un premier moment important pour lui, évidemment, et tout ça à moins d'une semaine d'un possible déclenchement d'élections, Vincent. Ça pourrait venir plus tôt que tard, ces élections, peut-être qu'il part la fin de semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, Mark Carney, donc, qui sera en Europe pour les prochaines heures. Oui, une visite qui, pour lui, se déroule en terrain bien connu. Il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre, donc il a côtoyé à plus d'une reprise les dirigeants européens, notamment Emmanuel Macron. Il va d'ailleurs s'arrêter d'abord en France. Mark Carney rencontre le président français Emmanuel Macron et le premier ministre fera ensuite une déclaration commune en compagnie du président Macron. Deuxième arrêt, c'est Londres. Le premier ministre désigné, Mark Carney, se rendra au palais de Buckingham pour une audience avec le roi Charles III. Il y aura ensuite un entretien avec le premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer. Et au terme de tout cela, au terme de cette série de rencontres, il y aura un point de presse où on pourra avoir plus de détails sur cette visite première du premier ministre désigné, Mark Carney. Visite dont l'objectif est bien sûr de discuter avec les Européens de partenariats commerciaux et aussi parler d'alliances en matière de sécurité nationale. Et tout juste avant de partir, Mark Carney a participé dimanche au défilé de la Saint-Patrick à Montréal. D'ailleurs, joyeuse Saint-Patrick à tout le monde. Oui, c'est aujourd'hui. Un premier bain de foule, lui qui a des racines irlandaises, et il avait ce message à livrer. Le Québec est au sein du Canada. C'est le moment le plus important pour notre pays. On commence au Québec. La souveraineté et les fondations de notre pays. C'est la France, la Grande-Bretagne et les peuples indigènes. Alors, Mark Carney qui était à Montréal hier, et ça envoie quand même un message, ce premier voyage, en Europe. Oui. Et sur la question de la sécurité, Mark Carney a d'ailleurs demandé à son ministre de la Défense de réévaluer l'achat de ces F-35 américains au profit d'appareils européens. Oui, c'est une option qui serait sur la table, en effet. Sur le plan militaire, le professeur de sciences politiques à l'UQAM, Justin Massy, croit qu'Ottawa aurait tout intérêt, justement, à ajouter des avions européens à son inventaire. Il faut nouer des partenariats avec des pays comme les Européens, mais j'ajouterais aussi dans la liste la Corée du Sud, qui se montre très intéressée à vendre son équipement militaire au Canada. Et c'est un pays, d'ailleurs, qui est plus autonome, qui est moins dépendant de la technologie américaine, ce qui permettra au Canada d'avoir une politique de défense plus autonome. Et je pense que les circonstances exigent ça. En fait, ce serait même irresponsable pour un gouvernement canadien de ne pas réduire la vulnérabilité de sécurité nationale du Canada à l'égard des États-Unis. Un dernier mot sur le périple européen de Mark Carney. Il a officiellement invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet des dirigeants du G7 qui se tient en Alberta du 15 au 17 juin prochain. Mark Carney qui a déjà parlé à Volodymyr Zelensky dans une publication sur X. Le président ukrainien affirme même que la conversation a été fructueuse et substantielle, que les deux hommes ont parlé de nombreux sujets importants. Pour ce qui est d'une rencontre avec Donald Trump, c'est vraiment le gros morceau. L'ambassadrice du Canada aux États-Unis a affirmé dimanche que Mark Carney veut organiser une conversation avec le président Donald Trump dès que possible. Elle a déclaré sur Fox News que le Canada avait pris contact avec les États-Unis et que le premier ministre souhaite forger une bonne et solide relation avec le président américain. Vous le disiez au début de l'émission, il était donc à Montréal pour ce défilé de la Saint-Patrick et a rencontré donc en sol Montréal le premier ministre du Québec, François Legault. Une rencontre privée. François Legault a demandé au premier ministre Carney de réduire l'immigration temporaire pour protéger le français, de protéger le système de gestion de l'offre pour les agriculteurs dans les discussions avec Washington. Mark Carney, de son côté, s'est engagé à protéger la langue, la culture, le dossier de la gestion de l'offre, mais aussi l'eau dans les négociations avec les Américains. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. On va continuer sur ce sujet-là en parlant avec Gabriel Lemarquand-Perrault, que je retrouve à Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Parce que la presse française s'intéresse aussi à cette visite de Mark Carney en Europe. Oui, allez voir la une de Libération ce matin. À Paris, face à Trump, l'élan patriote entre guerre commerciale et menaces d'annexion, les offensives du président américain déclenchent un regain de fierté nationale chez les Canadiens qui préfèrent regarder vers l'Europe. Le Parti libéral du Canada
au pouvoir était donné battu d'avance en janvier au moment de l'annonce de la démission de Justin Trudeau, mais depuis, le PLC est remonté dans les intentions de vote pour se situer au coude à coude avec le Parti conservateur et la désignation de son candidat, Mark Carney, devenu premier ministre par intérim vendredi, avant d'arriver à Paris lundi, pourrait le faire passer en tête. L'éditorial de Libération ce matin, Mark Carney a annoncé la couleur dès son premier discours officiel. Ne feront jamais partie des États-Unis et cet ancien banquier central, novice en politique, écrit Libération, est massivement suivi par la population canadienne qui éprouve soudain un sentiment de fierté nationale qui la pousse à multiplier les gestes de résistance. Si l'on nous avait dit il y a 6 mois encore que nous en serions à commenter les projets d'annexion du Canada avec les États-Unis, nous n'en aurions pas cru un mot, tant cela paraît fou. Et je termine avec le texte du Figaro ce matin. Mark Carney envoie un message fort aux Européens alors que les premiers ministres canadiens effectuent toujours leur premier voyage officiel à Washington. M. Carney a choisi Paris pour ce premier déplacement à l'étranger. Intéressant, donc, cette visite vue de la presse française. Maintenant, le Journal de Montréal de ce matin fait sa une avec l'épicerie, le coût de l'épicerie aux États-Unis en raison, évidemment, de ses contre-tarifs. Oui, le journal qui s'est rendu dans 2 supermarchés situés dans l'État de New York avant de rentrer au Québec la même journée, alors un voyage de moins de 24 heures, pour vérifier combien cette guerre économique peut coûter à ceux qui font leurs emplettes au Sud. Et le journal écrit, si à une époque, il pouvait être intéressant d'aller magasiner au sud de la frontière, c'est moins le cas aujourd'hui. L'épicerie du journal à Hannaford, à Plattsburgh, l'épicerie Hannaford, oui, à Plattsburgh, voilà, où plusieurs Québécois font leurs emplettes, a coûté 478 $ canadiens. Parmi les produits américains achetés, on retrouvait 18 œufs à 18 $ canadiens, du papier toilette à 35 $, une pièce de viande à 33 $ et une caisse de 24 canettes de bière à 30 $. Outre le peu d'aliments achetés, pour la valeur payée, c'est à la frontière que la facture a bondi parce que le douanier canadien a questionné le journal sur le montant des achats et a finalement demandé au journal de se présenter à un comptoir de l'Agence des services frontaliers et sur le montant total de la facture, 478 $, on a imposé des tarifs douaniers de 25 %, ce qui a fait augmenter la facture de 120 $ parce que le journal rappelle qu'il n'y a pas d'exemption pour les produits achetés aux États-Unis pour un séjour de moins de 24 heures. Dans la presse de ce matin, il est question d'agriculteurs du Québec qui ont accepté des feuilles mortes pour fertiliser leurs champs. Or, ils se retrouvent dans ces ballots de feuilles avec des résidus de plastique. Et on a l'histoire d'un agriculteur de Saint-Casimir dans Port-Neuf à l'automne 2023. Il a accepté une livraison de feuilles mortes d'un sous-traitant de la ville de Québec. Et finalement, dans les feuilles mortes, il y avait des résidus de plastique. Il dit en entrevue à la presse, moi, j'ai pas de fumier parce que j'ai pas d'animaux. Alors, je prends ça pour avoir de la matière organique et de la matière fertilisante en même temps. Et il n'est pas le seul. On a une autre histoire aussi toujours dans la presse à Donnacona, également dans Port-Neuf, un autre agriculteur qui s'est retrouvé avec des feuilles mêlées de plastique. Et plus d'un Québécois sur 2, Gabriel, s'est privé de consulter un médecin au cours de la dernière année. Et c'est la une ce matin du quotidien Le Devoir. Les problèmes d'accès aux soins sont de plus en plus grands dans la province. Au cours des 12 derniers mois, plus de la moitié des Québécois ont affirmé avoir vécu une situation où ils se sont privés de consulter un médecin alors qu'ils ressentaient pourtant le besoin de le faire. C'est un sondage réalisé pour le compte du Collège des médecins et en entrevue avec Le Devoir, le président du Collège, le Dr Maurice Gautreau, dit que ce sont des résultats préoccupants. Sondage qui a été mené en ligne par la firme Somme pour le compte du Collège des médecins auprès de 1031 adultes québécois entre le 28 février et le 10 mars dernier. À lire donc dans Le Devoir. Gabriel, merci beaucoup. Bonne journée à demain. Bonne journée à demain. Oui, c'est le plus ancien détaillant au pays qui serait sur le point de disparaître. La baie d'Hudson qui s'apprête à liquider ses magasins. Jean-Philippe Robillard se joint à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Il faut dire que l'entreprise doit près d'1 milliard de dollars à ses créanciers. Pourrait donc fermer ses portes dans les prochaines semaines si elle ne trouve pas rapidement du financement. La compagnie est devant la cour aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est vraiment une institution qui pourrait... qui n'est pas allé chez la baie? C'est ce que j'allais dire. On allait là. On y va encore maintenant, mais quand on était, je me souviens, plus petit, d'avoir
avoir été là avec mes parents. Et encore aujourd'hui, on y va parfois à l'occasion. Bien évidemment, donc aujourd'hui, vous l'avez dit, la compagnie est devant la Cour pour demander l'autorisation de procéder à la liquidation de l'ensemble de ses activités parce qu'elle n'est pas parvenue, Mathieu, jusqu'à présent à obtenir le financement nécessaire pour maintenir une partie de ses magasins ouverts au pays. Alors, la compagnie n'a pas le choix, elle doit liquider ses magasins. Il y en a 80 au pays. Il y a bien sûr les magasins Labbé, mais il y a également les magasins Sask Fifth Avenue. Il y a plus de 9300 personnes qui pourraient éventuellement perdre leur emploi. Une grande partie des magasins Labbé se retrouvent en Ontario, donc une grande partie également des employés sont ontariens. Et c'est une institution, vous l'avez dit tantôt, du commerce de détail au pays qui pourrait disparaître. La compagnie de Labbé-Dutton, imaginez, c'est le plus ancien commerce de détail au pays, au Canada. Ça a été fondé il y a 355 ans. C'était en 1670. Il y a quand même quelques années. Hein? Oui, c'est tout un pan de l'histoire, mais quand même, il y a de l'espoir pour Labbé de se sortir de cette situation. Oui, il faudra voir, même si la situation elle est difficile et qu'il ne semble pas y avoir d'issue possible pour le moment là, pour se sortir de ces problèmes financiers. La direction de Labbé, Mathieu, croit que c'est encore possible de trouver des capitaux et de trouver aussi une solution pour assurer sa survie et éviter une fermeture complète de tous ces magasins au pays. D'ailleurs, il y a des documents légaux déposés par l'entreprise qui montrent que ça ne sera pas facile pour la compagnie de se sortir du pétrin parce que Labbé, en début d'année, n'avait que plus que 3 millions de dollars dans ses coffres. Donc, je le répète, en début d'année, contre près d'1 milliard de dollars de dettes, de l'argent que l'entreprise devait. Il doit toujours à des propriétaires, à des fournisseurs ou encore à d'autres partenaires, dont des géants de la mode comme Ralph Lauren, Chanel ou encore Estée Lauder. Bon, on le disait, puis on en parlait comme un peu au passé dans notre intervention. On allait magasiner chez Labbé. Le commerce du détail a tellement changé au cours des dernières années. Comment on peut expliquer que Labbé se soit retrouvé dans cette situation-là? Justement, c'est ça, selon l'entreprise. C'est en raison de la baisse, de l'affluence, de l'achalandage dans ces magasins depuis la pandémie. Beaucoup d'achats qui s'effectuent, qui se font maintenant en ligne. Il y a également l'inflation qui a fait mal au portefeuille des consommateurs canadiens. Et des tensions commerciales aussi, ça c'est plus récent, mais des tensions commerciales également entre les États-Unis et le Canada qui auraient joué là-dedans. Labbé, ça appartient à un géant américain de l'immobilier. Alors après des années difficiles, des années de difficultés, ça pourrait donc être la fin pour ces magasins, pour cette chaîne de magasins. Il y a des craintes, Mathieu, pour les indemnités de départ des employés, des craintes également pour leur régime de retraite. Et on l'a dit tantôt, la fermeture des magasins Labbé, ça va laisser un vide dans le paysage du commerce de détail ici au pays. Ça a toujours été là. Et c'était une des dernières grandes chaînes de magasins à rayon au pays. Après les fermetures, on le sait, de Eaton, de Sears également. Alors, il faudra voir. Là. Une page pourrait se tourner, mais en tout cas, ça va se jouer en partie ce matin devant la Cour. Et il ne faut pas oublier, c'est ça, il y a plus de 9000 personnes qui pourraient éventuellement perdre leur emploi. Là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors, ce que l'on va surveiller, entre autres, aujourd'hui, c'est l'élection partielle dans Terrebonne pour remplacer Pierre Fitzgibbon. Vous savez qu'il a démissionné, donc élection importante dans Terrebonne, au nord de Montréal. Le voyage, bien sûr, de Mark Carney en Europe fera partie de ce que l'on va surveiller. Le temps de vous souhaiter une bonne journée de la Saint-Patrick. Un bon début de semaine également. Si vous voulez nous écrire à la une, @radio-canada.ca. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Quant à moi, je vous retrouve dans les radiojournaux. Puis je vous rappelle que vous pouvez toujours nous réécouter si vous êtes un peu moins lève-tôt, disons-le comme ça, sur l'application audio de Radio-Canada. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent.
Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.